Et j'accueille pour l'entretien Stanislas Veillé, PDG de Biofitis. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, Biofitis, c'est cette biotech spécialisée dans les pathologies du vieillissement, mais présente aussi dans la Covid-19. Plus récemment, on va bien sûr en parler avec votre principal actif, Sarconeos. L'actualité de Biofitis, elle a été très fournie sur les derniers mois. Stanislas, on va peut-être commencer par cette introduction au Nasdaq, avait un premier essai avorté en 2019, c'est désormais chose faite, avec à la clé une levée de fonds d'un peu plus de 20 millions de dollars. Finalement, quel bilan vous dressez après, je crois, presque 2 mois de cotation sur le marché américain? C'est effectivement un succès pour nous, pour nos partenaires, d'avoir réussi finalement cette introduction en bourse pour une société, on va dire, de taille moyenne, une biotech française. En général, toujours un peu un challenge. Voilà, c'est toujours un challenge. En général, on attend d'une introduction en bourse de lever plus de 100 millions de dollars et que la société soit capitalisée entre 500 et 1 milliard. C'est les standards américains. C'est les standards. Et effectivement, notre volonté était un peu différente. Notre volonté était d'être sur les deux marchés pour pouvoir avoir accès à ces financements, non seulement européens sur Euronext, mais aussi au Nasdaq, évidemment, qui sont finalement très importants potentiellement, mais y avoir accès progressivement au fur et à mesure que les besoins se font sentir. Et ça pourrait être le cas à l'avenir pour Biofitis si la société se développe correctement et que, évidemment, ces produits délivrent cliniques et arrivent, par exemple, jusqu'à la commercialisation. Bon, pour vous, c'était une étape indispensable pour la suite. Oui, je pense, parce que en fait, l'Europe et les États-Unis sont deux marchés du médicament parmi les plus importants, sont deux marchés financiers. On ne développe pas des médicaments pour la France, pour l'Europe, mais au moins pour l'Europe et les États-Unis ensemble. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, même s'il y a d'autres régions qui, évidemment, comme la Chine, sont intéressantes et ont leur propre technologie, leur propre vaccin, leur propre traitement. Il est important, je pense, pour réussir, que l'Europe et les États-Unis soient unis et donc que les biotech européennes puissent profiter de ce marché américain. Bon, il faut qu'on parle de cette étude COVA de phase 2-3 avec Sarconeos dans le traitement de l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la Covid-19. Déjà, vous allez peut-être nous dire un mot du rythme de recrutement, si vous êtes satisfait. Et puis, on avait cette question avec Jamila El-Bougrini, analyste biotech, en première partie, de se dire finalement, alors qu'on avance plutôt pas mal du côté de la vaccination, on n'a pas encore vraiment trouvé de traitement contre la Covid-19. Est-ce que vous avez une explication là-dessus, vous, Stanislas? Bon, je pense que le vaccin est un produit de santé publique dans lequel les pouvoirs publics se sont vraiment investis, en particulier aux États-Unis. Ils ont financé le développement de ces vaccins à des hauteurs très importantes pour en fait trouver une solution à la crise économique. C'est finalement un traitement du confinement. C'est pour déconfiner les gens et déconfiner l'économie. Donc on traite d'ailleurs des personnes saines, non malades. Le vaccin, c'est quelque chose d'extrêmement différent, qui est tout à fait complémentaire de traitement de patients malades hospitalisés. Juste un petit chiffre, en France, 360 000 patients hospitalisés, c'est la cible des traitements. Il faut trouver des traitements pour ces patients hospitalisés qui sont à risque, et c'est notre cible. Vacciner 30-40 millions de Français, c'est quelque chose de complètement différent, qui n'a pas le même objectif. Donc, ce qu'on pense, c'est que cette pandémie, maintenant, et ce virus est partout dans le monde, et donc c'est sans doute maintenant une maladie endémique avec laquelle on va devoir vivre dans les prochaines années. Les vaccins sont une réponse, mais je pense, et nous pensons malheureusement, que nous allons continuer à avoir des personnes qui vont être malades et hospitalisées dans les prochaines années, et qu'il est absolument essentiel de traiter les quelques dizaines de milliers de patients en France qui, tous les ans, vont se retrouver à l'hôpital en raison du Covid, et les quelques centaines de milliers dans le monde qui auront besoin de traitement. C'est là où vous pensez que votre traitement peut faire la différence par rapport à... Là aussi, on en discutait, finalement, des antiviraux qui n'ont pas complètement prouvé leur efficacité. Idem pour les anticorps monoclonaux. C'est là où, finalement, Biofitis a une carte à jouer, selon vous?
Oui, parce que en fait, ce qui a été démontré, et c'est vrai dans beaucoup de maladies virales respiratoires, c'est que l'antiviral est intéressant dans les premiers jours de l'infection, souvent quand on n'a pas forcément beaucoup de symptômes, on ne sait même pas qu'on est malade, et c'est à ce moment-là qu'il faut traiter avec des antiviraux, qu'ils soient du type remdesivir ou du type anticorps thérapeutique monoclonaux, comme les traitements de Régénéron. Et par contre, les patients... une fois que le virus est installé... voilà, une fois que l'insuffisance respiratoire est installée, c'est-à-dire que le patient est hospitalisé, finalement, c'est une autre maladie qui se déclenche. C'est une insuffisance respiratoire avec le risque de détresse respiratoire qui oblige finalement les médecins à hospitaliser les patients puisqu'ils sont à risque de détresse respiratoire et là il faut donc un service de réanimation qui pourra prendre rapidement en charge les patients quand ils sont en détresse respiratoire. Aujourd'hui, le seul traitement pour ces patients-là, c'est l'oxygénothérapie qui s'est largement généralisée, qui est de plus en plus utilisée parce que c'est le traitement aujourd'hui le plus efficace pour finalement prendre en charge ces patients. Beaucoup plus efficace qu'un antiviral, puisque à ce stade-là, pour d'ailleurs une grande partie de ces patients, on n'a pas forcément de charge virale extrêmement importante. On est sur une autre forme de la maladie. Voilà, alors évidemment, un patient jeune avec un système immunitaire très réactif va éliminer le virus très vite et peut-être aura moins de probabilité de développer de forme sévère, et d'insuffisance respiratoire. Mais un patient qui aura, donc on le sait maintenant, une hypertension artérielle, de l'obésité, insuffisance rénale, un patient âgé, lui, non seulement aura du mal à éliminer le virus, mais va être plus susceptible de développer ces formes d'insuffisance respiratoire sévère et c'est ce que nous essayons de traiter avec notre produit, c'est de restimuler la fonction respiratoire pour, en synergie avec l'oxygénothérapie, accélérer finalement la récupération de capacités respiratoires normales et faire sortir le plus rapidement possible les patients de l'hôpital et éviter qu'ils passent en réanimation. Bon. C'est une étude de phase 2-3, cette étude COVA. Il faut peut-être un peu expliquer comment ça marche, parce que les investisseurs qui nous regardent connaissent bien, phase 2, phase 3. Celle-là, c'est une étude, vous l'avez dit dans votre communiqué de presse, adaptative, séquentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça s'articule et puis finalement, quelles sont les conséquences en termes de calendrier si tout se passe bien, ce qu'on a tous envie de savoir? Oui, c'est une étude avec un design qui est adapté finalement à l'urgence sanitaire et à la nécessité d'aller rapidement. Plutôt que de faire des études, une phase 2, ensuite rapporter les résultats, et puis on décide de faire une phase 3. Et puis, par exemple, sur 50 ou 100 patients, et puis au vu des résultats, on reprend tout, on réouvre des centres, on redépose une autorisation et puis on fait une phase 3. Ben, on perd plusieurs mois, et c'est pas à moi de vous rappeler l'urgence sanitaire qui reste là. On est de nouveau confinés en France, malgré les confinements précédents, malgré l'arrivée des vaccins. Donc sur cette on a essayé d'aller très vite dès le début, et dès le début, quand on a pensé ce design, on s'est dit, on espère aller plus vite que ça encore, on va passer directement dans un design séquentiel adaptatif avec un comité indépendant qui est constitué d'experts, infectiologues, pneumologues, statisticiens internationaux, qui a les données de sécurité, d'efficacité, et va conduire, donc suit l'étude évidemment au long cours, ils se réunissent très régulièrement, mais en particulier se réunissent sur la base de résultats complets au bout de 50 patients et font une analyse intermédiaire. Donc celle-ci a été en grande partie réalisée déjà, puisque nous avons terminé le recrutement des 50 patients, je crois que c'était en janvier, et va conduire une deuxième analyse intérimaire à 155 patients. Voilà,
sur les 310 patients que nous avons prévu de recruter dans cette phase 2-3. Donc, c'est assez 310 patients? Alors, ça peut être réestimé, justement, puisque ces analyses intermédiaires permettent de réestimer le nombre final de patients pour que les résultats soient significatifs s'il y a une tendance d'efficacité du traitement par rapport au placebo. Je rappelle, c'est moitié traitement, moitié placebo. Donc, là, 50 patients, on est passé. Voilà, maintenant, c'est 150. On vient de faire un petit point sur le recrutement. Je crois qu'il y a 97 patients et 28 centres ouverts. Voilà, donc ça c'était il y a quelques jours, quelques jours. Donc évidemment, ça continue. On continue à essayer d'accélérer le recrutement, puisque dans l'ensemble de ces centres, on continue à ouvrir des centres. Donc en France, en Belgique, aux États-Unis et au Brésil, les 4 pays où se déroule cette étude. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que cette étude étant vraiment internationale, différents variants se sont développés au cours des derniers mois, qui ont des caractéristiques assez différentes de contagiosité, contournent plus ou moins le système immunitaire, comme le variant brésilien, ou sont plus contagieux, comme le variant anglais, qu'on connaît bien. Et donc, on aura des données d'efficacité, quels que soient finalement les variants. Si tout marche bien, c'est ce que je vous souhaite, ce qu'on vous souhaite au Journal de Biotech, quel pourrait être le timing finalement de cette étude? Eh bien, ce timing qui a été annoncé il y a quelques mois, en particulier lors de l'introduction au Nasdaq pour proposer l'opportunité d'investissement aux investisseurs américains, eh bien, est toujours le même, c'est-à-dire que sur la base de résultats intérimaires que nous allons avoir donc ce trimestre-là, donc sur les 155 patients, on ne les a pas encore recrutés, mais on va les avoir recrutés dans les prochaines semaines. Il reste 15 jours en moyenne. Voilà, le temps de terminer l'analyse complète. Quelques semaines après le recrutement, les analyses peuvent être conduites par le DMC. Et si les résultats sont très bons, il est possible que le DMC, à ce moment, les partage avec les agences réglementaires. Ça a été à leur demande, à la FDA, l'agence française. Et en même temps que nous continuons à recruter pour atteindre les 310 patients, on pourrait imaginer donc déposer une demande d'autorisation en raison de l'urgence sanitaire aux États-Unis. Oui, ça peut se faire en parallèle. C'est ce que, par exemple, c'est ce qui a été fait, par exemple, pour les vaccins. D'accord. Les études sur la vaccination se poursuivaient, mais les premiers résultats ont été communiqués sur 150 patients au début qui avaient développé la maladie. Et on s'est aperçu que les personnes vaccinées ne développaient pas ou très peu la maladie et que les personnes non vaccinées la développaient. Donc, on pourrait avoir des nouvelles cette année, dans les prochains mois, sur la poursuite de cette étude et sur ce qui peut en découler. Oui, tout à fait. C'est l'objectif de la société, c'est de toujours avec cette volonté d'apporter une solution à cette. C'est pas la seule solution, c'est une des solutions à cette pandémie qui, je pense, est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait au départ et gêne tout le monde dans son activité quotidienne, et de plus en plus de gens ont des proches quand même qui sévèrement touchés, de plus en plus jeunes, pour lesquels on n'a pas encore et pour lesquels il n'y a pas encore de traitement pour ces patients malheureusement hospitalisés. Et donc on va aller au bout de cette étude. J'espère sincèrement que les résultats vont être probants et que ce produit va devenir un traitement du Covid et que d'autres vont suivre aussi dans cette piste-là. Bon, il y a le Covid, mais à côté de ça, il y a la principale menée par Biovitis, SARA-INT, étude de phase 2 qui évalue sarcoïnose dans la sarcopénie. Vous annonciez en décembre dernier la sortie du dernier patient et des résultats qui devraient tomber au cours de ce trimestre. Décidément, quand je disais que l'actualité était chargée. Là aussi, si les résultats sont encourageants, quelles sont les prochaines étapes dans cette étude qui est la principale étude de Biovitis?
Oui, c'est effectivement, le produit a été développé pour traiter ces patients qui sont une maladie neuromusculaire, qui s'appelle la sarcopénie, qui est une dystrophie musculaire liée à l'âge, et qui touche des patients qui ont 80 ans en moyenne, qui sont à risque de perdre de la mobilité, de risque de chute, et